À l'aube du XVIe siècle, le Polonais Nicolas Copernic pense une révolution et notre monde acquiert un nouveau centre, une position que la Pologne connaît par cœur. Foyer de l'Europe, bordé de voisins hostiles, le pays disparaît de la carte en 1795, divisé par les empires qui l'encerclent. La Pologne en tant que nation renaît au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais est à nouveau déchirée en 1939 et 6 millions de Polonais périssent aux mains de l'horreur. Pour survivre au centre, il faut parfois le fuir, et du poète national Adam Mickiewicz à la doublement nobelisée Marie Curie en passant par Frédéric Chopin, de nombreux héros polonais n'ont que très peu connu leur terre de naissance. Alors le monde change, heureusement, et si la Pologne a toujours été splendide, elle est aujourd'hui florissante. La 5e force économique de l'Union a mérité sa sérénité. Au centre de l'Europe, la crainte laisse progressivement place à la confiance. Au cœur de l'euro, la peur deviendra-t-elle ferveur ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de retour, le 17ème, et donc pour évoquer aujourd'hui le cas de la Pologne. Alors un épisode que je sais attendu par un certain nombre d'entre vous, la communauté polonaise est assez forte sur la chaîne, donc ravi de vous l'amener, et avec comme d'habitude un plan en 5 parties, l'histoire footballistique de la Pologne, son parcours de qualification pour accéder à cet euro, la liste du sélectionneur, l'effectif qu'il a à sa disposition, le groupe de la Pologne ensuite bien sûr ses adversaires, et enfin le diagnostic, le verdict, jusqu'où peut aller cette Pologne. Alors sur le volet historique, ça n'a pas toujours été aussi terne que sur les dernières années. Si on remonte à un demi-siècle à peu près, il y a une cinquantaine d'années, la Pologne a même connu un vrai âge d'or footballistique entre 74 et 82. Il y a 2 accessions aux demi-finales de Coupe du Monde. C'est l'époque de Grzegorz Lato et Zbigniew Boniek, entre autres, qui les voient battre donc le Brésil en 74 pour s'offrir la 3e place du mondial allemand, et la France en 82, 3-2 pour décrocher à nouveau une médaille de bronze. C'est le match qui pour les Bleus suit la fameuse nuit de Séville, et c'est aussi le crépuscule de l'âge d'or polonais, parce que depuis c'est plus compliqué, et notamment à l'Euro. Alors leur toute première qualification intervient en 2008, mais ils sont éliminés à la dernière place du groupe. Ils sont également qualifiés en tant qu'hôtes en 2012, mais ils sont aussi éliminés à la dernière place du groupe, non qualifiés pour les Coupes du Monde 2010 et 2014, donc une vraie période vierge. Et puis en 2016, on les a retrouvés à l'Euro en 2016, ils battent la Suisse en 8ème, on se souvient par exemple de ce but de Shaqiri pour égaliser à 1 partout, mais les Polonais l'emportent au tir au but, une séance qu'ils perdront en revanche en quart contre le Portugal, futur vainqueur de l'édition. Donc un parcours assez respectable en 2016, beaucoup moins en revanche 2 ans plus tard, encore plus proche de nous, à la Coupe du Monde 2018, où dans le groupe qui était sans doute mon groupe favori de cette compétition, en compagnie du Sénégal, de la Colombie et du Japon, ils perdent les 2 premiers matchs et passent donc de tête de série à mathématiquement éliminés en l'espace de 5 jours à peine. Alors voilà pour l'histoire. Sur la tendance récente maintenant, c'est plus positif. Alors sur la phase de qualif, la Pologne s'est aisément sortie de son groupe devant l'Autriche et la Macédoine du Nord, et ils ont aussi tenu leur rang en Ligue des Nations, mais sans plus on va dire. Ils ont battu 2 fois la Bosnie, mais ont chuté contre l'Italie et les Pays-Bas. Au dernier rassemblement international, les qualifs à la Coupe du Monde, ils ont su revenir à 2 reprises dans ce match pour arracher un nul prolifique contre la Hongrie à Budapest, 3 partout, mais ont chuté en fin de partie contre l'Angleterre ensuite et vont devoir batailler assez dur pour être au Qatar dans 1 an et demi. Donc voilà, pas un énorme motif de satisfaction sur ce dernier rassemblement international, surtout que le coach a changé. Alors juste avant ces 3 rencontres, il y a eu un changement de sélectionneur et c'est Paulo Sousa qui a pris la tête de la Pologne, qu'on connaît assez bien. Il a d'ailleurs donné une super interview dans le Guardian que je vous conseille, qui met en lumière toute la difficulté du métier de sélectionneur pour une nation moins connue entre guillemets, et surtout moins connue d'un coach qui n'est pas du pays, qui n'avait pas de connaissances préexistantes particulières du football polonais avant son intronisation, et qui doit donc découvrir son groupe, plus réussir à le composer, dans un contexte de pandémie qui restreint significativement les déplacements à l'étranger pour aller observer les joueurs concernés. Il donne quelques détails sur sa méthodologie, par exemple, il explique comment avec son staff, quand ils sont arrivés, ils ont décidé de définir un univers, ils appellent ça un univers, d'une 50aine de joueurs à peu près, dont ils vont suivre les évolutions, ils vont recenser systématiquement toutes leurs observations sur cette 50aine de joueurs, et ils ont même appelé les 50 via Zoom, ce qui à mon avis va donner lieu à des situations assez particulières, où on aura sans doute au moins quelques éléments de cette 50aine de joueurs qui seront jamais appelés, qui porteront jamais le maillot du pays, et qui pourtant sauront qu'ils ont fait partie de ce groupe préliminaire de 50. Voilà, je trouvais ça assez intéressant, pas ultra rassurant nécessairement. Je pense que changer de sélectionneur à quelques semaines de l'Euro, la Pologne n'est pas le seul pays à le faire, il y en a d'autres dont on a parlé, mais
du point de vue des certitudes collectives que tu peux construire, même la connaissance de son groupe pour un coach. Je parle dans sa constitution, dans la constitution du plan de jeu, mais même en cours de match par exemple, savoir qui peut apporter quoi et comment. Le niveau de connaissance sera limité et forcément, je le vois pas comme un point très positif. Après, ça reste sans doute mieux que l'ancien sélectionneur qui était décrié un petit peu de toutes parts. Robert Lewandowski lui-même avait pris position, on lui a demandé en gros, à la suite d'un match, ce qu'il pensait du plan de jeu mis en place par le coach. Voilà sa réponse. Attention, c'est un peu gênant. Jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Tak naprawdę przygotowując się do tego... Donc voilà, forcément assez difficile de survivre à ça dans les jours qui ont suivi. Zbigniew Boniek, l'ex-légende dont on parlait tout à l'heure, qui est aujourd'hui le président de la Fédé polonaise, a appelé Paulo Sousa directement. Apparemment, Boniek avait beaucoup aimé la Fiorentina 2017-2018 de Sousa, qui avait terminé 5ème de Serie A. Et là, je m'adresse aux Polonais, j'ai l'impression que la Serie A est très suivie en Pologne, ou en tout cas, qu'il y a des liens assez forts entre les deux. C'est vrai que l'Italie regarde beaucoup du côté de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Ouest pour se fournir en talent, quand on pense aux Polonais, aux Croates, pas mal de joueurs des Balkans aussi, qui ont connu leur premier succès européen dans un des clubs des 5 championnats majeurs en Italie, en Serie A. Il y a vraiment des liens assez forts entre les deux. Mais voilà, toujours est-il que Sousa a pris la tête et qui se retrouve désormais avec un effectif que personnellement je décrirais comme avec une colonne vertébrale, on va dire, à laquelle il manque certaines vertèbres, qui est très fort aux extrémités surtout, avec 2 gardiens de haut niveau, Fabianski de West Ham et Szczesny de la Juve, et 3 buteurs de haut niveau aussi, Lewandowski bien sûr, Milik et Piątek, mais entre ces deux zones, si on accepte Piotr Zielinski, c'est quand même beaucoup plus léger. Donc forcément niveau système c'est assez difficile de se prononcer pour l'instant parce qu'on a un tout nouveau coach. En revanche, sur les 3 matchs qu'a dirigé Sousa depuis son arrivée, sur les 3 il y a 2 fois une défense à 3 et 3 fois sur 3 une attaque à 2. Donc je pense que partir sur quelque chose qui ressemble à ça, c'est pas trop déraisonnable. L'ancien sélectionneur, lui, il alternait beaucoup entre Szczesny et Fabianski au poste de gardien. Fabianski fait une bonne saison à West Ham, on le sait, et il a les faveurs de pas mal de supporters polonais aussi, pas mal auxquels j'ai parlé en tout cas. Mais Sousa a pour l'instant choisi Szczesny comme titulaire, donc on va le mettre dans le 11, avec devant lui Glick, Bednarek et Helik. C'était le trio au dernier match contre l'Angleterre, et j'aime bien Bednarek de Southampton, alors un peu moins que son acolyte au transversal de 70 mètres, Yannick Vestergaard, comme vous savez, mais on va dire qu'on peut faire pire que Bednarek, c'est correct. À sa gauche, alors là ça fait un moment que j'ai pas vu le Kamil Glick pour être honnête, mais à l'heure où je m'enregistre, son club de Benevento a engrangé une seule victoire sur ses 17 derniers matchs de Serie A, c'était contre la Juve, ce qui est déjà assez particulier, mais surtout c'était le seul match où Glick était absent pour cause de suspension, donc je sais pas trop ce que ça vaut. À droite en revanche, un peu mieux peut-être avec Michal Helik, que je connaissais pas du tout, donc je suis allé voir du côté du forum de Barnsley, là où il joue. Barnsley qui est à la lutte pour la montée en Première Ligue, et sur leur thread de l'élection du joueur de la saison, il ressort très régulièrement. Ça m'intriguait, donc je suis allé le scouter un peu sur Instat. C'est pas un énorme échantillon, mais sur les quelques clips que j'ai vus, on va dire que le Championship l'aide sans doute plutôt. Avec son 1m91, du haut de son 1m91, il est très bon sur phase défensive, mais aussi sur phase offensive, 6 buts cette saison, mine de rien. En revanche, moins convaincu par sa capacité à couvrir des espaces dans son dos, parce que pas hyper mobile. Une remarque qu'on pourrait étendre à Kamil Glick aussi, et qui a son lot de conséquences sur l'animation potentielle polonaise, avec un système en 3-4X comme c'est le cas ici. On aime voir généralement une équipe assez haut sur le terrain, capable d'aller presser sur des zones avancées. Là, ça me semble beaucoup plus périlleux. On en a d'ailleurs vu les conséquences contre la Hongrie avec ce premier but concédé sur transition, dans le dos d'une ligne vraiment trop lente pour être aussi haute. Helik, c'est pas le premier et il sera pas le dernier, mais il a aussi souffert face à la vitesse de Raheem Sterling, a manqué de lucidité dans la surface, ça c'était au tout dernier match. Et donc c'est pas hyper rassurant. Alors pour le reste ensuite, on connaît Krychowiak, qui est plutôt performant au Lokomotiv Moscou, il faut le dire, qui marque beaucoup. Dernièrement, il a été replacé un cran plus haut et se retrouve régulièrement dans des positions avancées. Je pense que tant que le tempo du match ne grimpe pas trop, il peut être un vrai atout, il a toujours une super frappe, pied droit comme ici, mais pied gauche également. Pas si âgé finalement, 31 ans, donc petite curiosité de le voir à l'Euro, et puis à ses côtés, il y a des chances qu'on ait Mateusz Klich de Leeds, qui a un peu perdu de sa superbe, et après avoir joué quasiment 4000 minutes la saison dernière, et plus de 4000 celle d'avant, donc titulaire sur 91 des 92 matchs de Championship de Bielsa, il avouait récemment qu'il était cramé, plus grand chose dans le réservoir, après avoir été titulaire à nouveau sur cette saison de Première Ligue,
Là ça fait 6 matchs qu'il fait des entrées de 10 minutes à peine, donc je pense qu'il est totalement cuit, que Bielsa aussi lui rend un service quelque part en le ménageant un peu avant l'Euro. Bon, pour Leeds qui n'a aussi plus grand chose à jouer sur cette fin de saison, c'est peut-être la possibilité de tester d'autres joueurs sur cette position, mais voilà, à voir ce que Clear sera en mesure d'apporter cet été. Enfin, il reste le secteur offensif où Zielinski fait une bonne saison à Naples, mais on sait qu'il a le potentiel pour en faire une très bonne et on l'attend sans doute encore plus décisif avec la Pologne, mais sur la qualité technique pure, sur sa capacité à ouvrir des espaces, il est sans doute le deuxième joueur clé de cette équipe et un bon Euro pour la Pologne passera par un bon Zielinski. Si Sousa continue à miser sur un système à 2 attaquants, ensuite ce sera soit Milik, soit Piątek aux côtés de Robert Lewandowski. Pour l'instant, je pense que Milik tient la corde. Il a prouvé en 2016 qu'il pouvait être un homme de grand tournoi, mais évidemment, tant de choses dépendront du meilleur joueur du monde en 2020, du meilleur numéro 9 du monde encore aujourd'hui en 2021. Au bout du compte, le football international est tellement moins travaillé que le foot de club, qui repose énormément sur les grandes performances individuelles, et du coup, le rendement de la Pologne sur cet Euro 2021, il sera totalement corrélé au rendement de Robert Lewandowski et de sa capacité aussi, ça c'est assez intéressant, à transcender une animation collective qui est totalement différente de ce qu'il connaît au Bayern. Il n'y a pas le pressing, il y a un système à 2 pointes versus une au Bayern, et le niveau de qualité générale qui l'entoure est évidemment très différent. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, ce sera assez intéressant à voir. Et puis bien sûr, on sera content de retrouver Robert Lewandowski sur un grand tournoi. Donc voilà, ensuite il y a de la jeunesse aussi, quelques inclusions surprises. Jakub Moder de Brighton, pourquoi pas, 22 ans, milieu central assez prometteur. Kamil Jozwiak de Derby, 23 ans lui et ailier gauche. Et enfin, on parle beaucoup de Kasper Kozlowski, 17 ans et appelé fin mars pour la première fois. Seront-ils tous les 3 du tournoi? C'est ce qu'on verra. Alors en tout cas au niveau du groupe que rencontrera la Pologne, les adversaires dans ce groupe E, on en a parlé de certains, la Slovaquie le 14 juin, l'Espagne le 19, la Suède le 23 juin, on a évoqué les cas slovaques et suédois, c'était il y a une paire de semaines à peu près, c'était dans le cadre d'un week-end double épisode, 2 épisodes consécutifs, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, mais on va dire que de ce trio, Suède, Slovaquie, Pologne, c'est dur de sortir un énorme favori, et tout est très ouvert dans ce groupe. Personnellement, j'ai aussi une petite attente sur le duel potentiel Ibrahimovic-Lewandowski, qui peut être assez intéressant. On va finir en disant que globalement, on va finir sur ce que vous saviez déjà avant de regarder cette vidéo, c'est que tellement de choses vont dépendre de Robert Lewandowski. D'un côté, tu as un collectif avec un tout nouveau sélectionneur, très peu de certitudes, et le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle, un des meilleurs attaquants de l'ère moderne du football. Forcément, ce cocktail, il est assez particulier, il donne envie d'être suivi. Pour la Pologne, il faudra sans doute éviter aussi la malédiction du début de compétition raté, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent pour la Pologne dans les grands tournois, il y a toute une petite phobie collective autour de ça. En l'occurrence, le tout premier match, c'est contre la Slovaquie, donc vraisemblablement l'adversaire le plus faible du groupe. Il faut impérativement une victoire pour bien se lancer et pour écarter les démons du passé. Sur la suite, je pense qu'un objectif raisonnable pour la Pologne, c'est la qualification, l'accession au 8e de finale, et peut-être sur les 2 premières places du groupe. Si c'est le cas, si la Pologne termine 2e par exemple, il jouerait un autre 2e, ce serait celui du groupe de l'Angleterre, de la Croatie, la République tchèque et de l'Écosse. Donc pas nécessairement le pire 8e de finale envisageable. Dans cette configuration, pourquoi pas viser même l'écart, ça me semble être le palier maximum pour cette Pologne, mais on verra. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous êtes polonais ou en tout cas que cette sélection vous intéresse, pourquoi pas me faire part de votre prono dans les commentaires. Et puis si vous voulez pas rater les prochains épisodes de retour, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et c'est une très bonne manière de m'encourager également. On se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un excellent week-end, et on se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous.